En Centrafrique, le coordonnateur politique du groupe armé 3R accuse les forces russes d'avoir mené 2 attaques dont la Mambéré et Louampende est mort et 3 blessés selon lui. Au Mali, le groupe djihadiste Djenim a frappé 2 bases militaires à l'aube, dont celle de Farabougou. 6 civils ont été tués, plusieurs habitants enlevés, une partie du village incendié. L'armée confirme les attaques mais sans bilan. Bonsoir à tous et bienvenue. En Centrafrique, les ex-combattants des 3R, retour, réclamation et réhabilitation ont dénoncé lundi 18 août des violations de l'accord de paix négocié à N'Djamena en avril et signé à Bangui le 10 juillet dernier. Dans une vidéo, ils disent avoir été agressés et attaqués par des mercenaires russes de Wagner 1 mois après la dissolution du mouvement armé. Les ex-rebelles demandent au gouvernement de trouver une solution et éviter le pire. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut voir une vingtaine d'éléments des 3R regroupés au cœur d'une forêt dense, armés de Kalachnikov. Vêtus de blousons blancs et des pantalons jaunes noirs, le coordinateur politique des 3R, Yaya Adamou, prend la parole au milieu de ses hommes. Nos différentes positions ont été attaquées par les Russes dans la Mambéré et Louampende, raconte-t-il. Le 10 août, ils ont attaqué notre base située à Poukpou, prenant des vivres et ils ont incendié la base. Le lundi 18 août, ils ont pris pour cible encore la base de Choura, une localité située à l'est de Bossamtele, où ils ont tué une personne, blessant 3 dont 2 graves et 1 légèrement. Alors que le désarmement des ex-combattants se poursuit, les 3R pensent que ces attaques risquent d'affecter le bon déroulement du processus. Les gens doivent savoir. Nos hommes se sont retirés dans ces différentes attaques, pas par peur d'être attaqués, mais par respect de l'accord, ajoute Yaya Adamou. Par là, le mouvement 3R dans son ensemble demande aux garants et au gouvernement centrafricain de tout mettre en œuvre pour éviter ce genre d'action sur le terrain contre nos hommes. Ce genre d'action risque de mettre en feu ce processus en cours. Contacté, le gouvernement centrafricain a promis de réagir ultérieurement. Après Tunis en août 2022, la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD s'est ouverte mercredi 20 août 2025 à Yokohama devant 49 chefs d'État et de gouvernement africains. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a proposé la création d'une zone économique englobant la région de l'océan Indien et l'Afrique en incitant les entreprises japonaises et leurs filiales en Inde et au Moyen-Orient à accroître leur investissement pour réduire la dépense de l'Afrique envers la Chine. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba veut positionner ses entreprises en tant qu'acteurs clés en Afrique. Nous renforcerons les investissements du secteur privé grâce à la collaboration entre le gouvernement et les milieux d'affaires japonais. Une croissance accrue peut être obtenue par des moyens tels que le renforcement des connexions à l'intérieur et au-delà des régions, estime Shigeru Ishiba, et d'ajouter la création d'une zone englobant l'océan Indien et l'Afrique contribuera à l'intégration régionale et au développement du continent africain. Le Japon sort de décennies de déflation. Ses entreprises deviennent plus proactives pour pénétrer les marchés mondiaux et l'Afrique est l'une des destinations où nous nous attendons à ce que les entreprises japonaises se développent, ajoute un haut fonctionnaire du ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Le Japon veut faciliter la numérisation de l'Afrique. Il introduira des cours d'intelligence artificielle dans les universités d'une douzaine de pays dont le Kenya et l'Ouganda. Le professeur Yutaka Matsuo de l'université de Tokyo veut initier 3000 étudiants africains à l'intelligence artificielle dans les domaines de l'agriculture, l'industrie et la logistique. L'investissement soutenu du Japon en Afrique intervient à l'heure où les États-Unis réduisent leur aide à l'étranger, ce qui rend plus pertinent l'engagement de Tokyo pour les économies africaines. Au Libéria, le parti de l'ancien président George Weah risque de perdre son siège historique du Congo Town à Monrovia. La Cour suprême a ordonné son expulsion après des années de litige avec la propriétaire du terrain. Pour les partisans, ce lieu marqué par un sycomore centenaire est un symbole de l'histoire du CDC. Mais l'affaire va bien au-delà d'une simple querelle immobilière. Elle met en lumière la fragilité des partis politiques libériens, souvent incapables de posséder leur propre siège.
Ce n'est pas la première fois qu'un grand parti vit une telle humiliation. En 2021, l'Unity Party du président Joseph Boakai avait déjà été expulsé de son siège à Congo Town dans un autre bâtiment du même quartier pour non-paiement de $150,000 de loyer. Pour l'analyste libérien Abdullah Kiatamba, l'expulsion du CDC est d'abord une perte symbolique. C'est le siège historique du CDC, là où George Weah a remporté les élections. Il est unique et reste dans le cœur des partisans avec ce fameux sycomore, l'arbre emblématique où l'on venait parler de la vision du CDC et rallier les jeunes. Donc le parti perd non seulement son siège, mais aussi une part de sa mémoire. Et comme en 2021, l'expulsion devient un sujet de moquerie entre les deux camps. L'Unity Party et le CDC. Mais au-delà des sarcasmes, l'activiste Maxon Kepakio y voit le signe d'une fragilité structurelle. Quand l'Unity Party avait été expulsé, le CDC s'était moqué, disant comment rester 12 ans au pouvoir et se faire chasser de son siège. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais le vrai problème, c'est que 80 à 90% des partisans ne paient pas des cotisations. Dans ces conditions, comment exiger des comptes? C'est comme si tout le monde restait silencieux sur le fonctionnement des partis. Le CDC a annoncé qu'il allait contester la décision de justice. En attendant, le parti prépare déjà une transition vers un nouveau siège national. Au Mali, 2 attaques simultanées ont visé mardi 19 août les positions de l'armée à Farabougou et Birikiwere dans la région de Ségou, au centre du pays. Ces assauts ont été revendiqués par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Djenim liés à Al-Qaïda. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais plusieurs sources locales annoncent la mort de plusieurs militaires et civils. Au Mali, c'est vers 5 heures du matin que les djihadistes ont attaqué simultanément les deux bases. Selon plusieurs sources jointes par RFI, Foufoulde Mandekan, les casernes de l'armée ont rapidement cédé face à l'offensive des djihadistes. À Farabougou, après le camp, c'est le village qui a été visé. D'après un témoin, au moins 6 villageois ont été tués. Les djihadistes pensaient qu'il s'agissait de Donzo, des chasseurs traditionnels reconvertis en groupe d'autodéfense. Selon le même contact, plusieurs hommes ont aussi été enlevés et une partie du village a été incendiée. Un habitant joint par téléphone raconte. Pour l'instant, l'armée malienne a confirmé dans un court communiqué les 2 attaques sans donner plus de précision. Sur des vidéos authentifiées circulant sur les réseaux sociaux, on distingue au moins 4 corps de militaires maliens dans le camp de Farabougou, ainsi que d'importants dégâts matériels. Selon les sources locales, plusieurs familles, dont les femmes et les enfants, ont fui Farabougou pour rejoindre la localité de Dogofri et Sokolo, toujours dans la même zone. Pour rappel, en octobre 2020, le village de Farabougou avait été placé sous blocus par le JUM. Depuis lors, le groupe djihadiste a mené plusieurs attaques, assassinats et enlèvements dans ce village. C'est l'aboutissement d'un long processus politique et mémoriel. Mardi 26 août 2025, la France restituera officiellement à Madagascar 3 crânes Sakalava. Parmi ces restes humains se trouve le crâne présumé du roi Touaïra, décapité par les troupes coloniales françaises en 1897. Après leur transfert à Antananarivo, les reliques doivent être acheminées dans la région du Mena, dans l'ouest de Madagascar. 128 ans se parle la bataille d'Ambiku au cours de laquelle périt le roi Théora et la restitution de ses restes présumés à Madagascar mardi prochain. Une cérémonie est prévue au ministère de la Culture à Paris en présence de la ministre de la Culture malgache Volami Ranti Donnamara et de son homologue française Rachida Dati. Le crâne présumé du souverain et ceux de 2 guerriers, jusqu'alors conservés au Musée de l'Homme à Paris, seront ensuite transférés à Antananarivo le 31 août. De là, la communauté Sakalava de Madagascar va organiser un parcours mémoriel jalonné de cérémonies dans différentes villes de Ménéba pour accueillir la réplique.
Mais rien n'a encore été fixé. Des discussions sont en cours avec le gouvernement malgache. La destination des crânes est en revanche connue, Ambigui, ancienne capitale du royaume Sakalava, dans le district de Bellosius-Siribihina, ici même où les troupes coloniales françaises massacrèrent entre quelques centaines et 5000 malgaches. Selon les sources, avec le retour du crâne présumé du roi Théora, la France applique pour la première fois un texte de loi adopté en 2023, prévoyant la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques. La restitution a été actée par un décret français publié le 2 avril 2025, faisant suite aux travaux d'un comité scientifique franco-malgache chargé d'établir les conditions de ce retour à Madagascar. Cette restitution est l'aboutissement d'une longue quête pour les descendants du roi Théora. Leur première demande remonte à 2023. Mesdames et messieurs, c'est sur ces informations que nous clôturons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info.